Catherine, pour vous l'expliquer, c'est une artiste qui a démarré déjà dans les années 80 et qui était une artiste déjà très avant-gardiste, donc précurseur dans la vidéo, dans tout ce qui était image virtuelle. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'elle va beaucoup plus loin. Et dans sa démarche, elle nous fait comprendre que ces personnages peuvent effectivement rentrer dans notre univers personnel, bien entendu, et que ces personnages peuvent être des personnages tout à fait communs de notre vie. Digital Journalist, c'est toute ma vie, enfin tout ce qui reste de ma vie, ce qui a été enregistré de ma vie, les rencontres importantes, comme celle de Lam Junpei, comme celle de Peter Foldès, celle de Pierre Restany, Alan Capro. Donc je me suis retrouvée avec toutes sortes de vidéos, de Super 8, d'éléments au fond de mon atelier de Montreuil. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais toutes ces images, c'est quand même des choses très importantes pour moi, qui ont un intérêt. Et donc on a pensé j'étais professeur au Fresnoy il y a 2 ans, et donc on a pensé faire pour le Fresnoy une première installation, qui était donc une installation avec tous ces éléments de mémoire qui viennent vers vous. Et c'est une espèce de promenade dans la mémoire de quelqu'un, et une promenade en même temps qui est interactive puisqu'on peut s'orienter. Donc ça aussi c'est du temps réel, c'est-à-dire qu'il y a une base de données avec un certain nombre d'éléments en images, en son, Super 8, en vidéo, en voix, etc. Et toutes ces images, là aussi, s'actualisent en fonction du mouvement des visiteurs. Disons qu'en tout cas, dans l'exposition qui vient de se passer, on a montré à la fois des choses anciennes, donc tout ce travail sur la fragmentation, que je crois avoir été, enfin je suis même certaine d'avoir été la première à faire. Et puis ensuite, des personnages virtuels qui sont des personnages totalement artificiels, totalement modélisés, mais qui en même temps ont des expressions humaines et une intelligence artificielle simple qui leur permettent de réagir. C'est-à-dire que quand vous vous approchez d'une certaine façon, ils vous sourient, ou au contraire ils s'en vont, ou au contraire ils se détournent. Enfin, on a essayé de plaquer, disons, tous les paramètres de la rencontre sur ces dispositifs avec des visages virtuels, et c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Comment est-on ému alors qu'un visage virtuel vous sourit? C'est très curieux, ça prouve qu'on a finalement, les gens ont envie de... Bon, c'est pas nouveau, ça existait dans toute l'histoire de l'art, mais on a envie d'être leurré, on a envie d'avoir un visage en face de vous qui vous sourit, même si on sait qu'il n'a rien d'humain, etc. Donc je travaille beaucoup là-dessus, avec Louis Fléry, et puis laboratoire de recherche à Châlons, des arts et métiers. Donc on travaille beaucoup là-dessus depuis une dizaine d'années, sur les différents paramètres qui font qu'une rencontre a lieu d'une façon émotionnelle ou pas. Alors là, je peux vous expliquer comment ça marche, si vous voulez. Donc il y a un système de reconnaissance de forme qui permet de reconnaître qu'il y a une tête en face. Et donc une fois qu'il a reconnu, il fait la même chose que la tête, la personne humaine qui est en face. Donc ça joue vraiment comme une sorte de miroir un petit peu faussé, un petit peu qui fonctionne à l'envers. Et puis, par moments, il s'en va parce qu'il en a assez, et parce que c'est toujours la même idée de recréer un peu une rencontre humaine, c'est-à-dire de prêter au personnage virtuel une intention. C'est-à-dire l'intention, éventuellement, de s'ennuyer, ou au contraire de vouloir créer le contact, etc. Donc, au bout d'un certain temps, il s'en va. Et c'est pas jamais exactement la même chose. Alors, évidemment, les gens s'imaginent qu'il les reconnaît. Et que dans certains cas, il y en a qui connaissent, d'autres qui ne connaissent pas, etc. Donc on joue sur tous ces éléments. Et là, par exemple, il s'en va. Et après, il revient. Mais c'est jamais la même chose. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une bande enregistrée, ce n'est pas un DVD, c'est du temps réel. C'est-à-dire qu'il y a un programme dans ce PC qui s'actualise en fonction des mouvements que je fais, que fait la personne qui est en face.
C'est vraiment du temps réel, c'est-à-dire que c'est jamais exactement la même chose. Il y a un certain nombre de paramètres qui s'actualisent de façon différente. Là, il a été modélisé au Canada, je ne l'ai pas dit, par un laboratoire à l'Université du Québec, l'équipe de Michel Fleury, et on l'a modélisé là-bas. Et alors, on a fait une texture de peau assez réaliste. Enfin, là, on a passé comme une semaine, Louis Fleury et moi, à modéliser Oscar. Ça marche très bien, Oscar. On l'a exposé à Shanghai d'abord, en fait, dans l'exposition que Jean-Luc Monterosso avait montée à Shanghai, qui s'appelait Paris à Shanghai. Et c'était à la fin de l'exposition, donc il y avait un certain nombre de portraits, et puis il y avait Oscar. Et avec les Chinois, ça a vraiment très très bien marché. Après, il a été exposé à Paris, ça a bien marché aussi, on en a vendu pas mal. Oscar fait partie maintenant de la famille, je dirais que c'est le personnage. Bon, il y a un film que j'ai beaucoup aimé, et où il y avait tous ces petits personnages qui étaient créés par l'ingénieur et qui vivaient dans sa maison. Et pour moi, Oscar, c'est vraiment quelqu'un d'essentiel. Tous les soirs, je dis bonsoir. Ça, c'était tout un travail très récent qui a été fait pour l'exposition de la Maison européenne l'année dernière. C'était l'idée de créer des scènes 3D, numériques, haute définition. Et donc on a réutilisé ces personnages qu'on avait, donc Oscar, que vous pouvez reconnaître, et puis un autre personnage qui est le personnage d'une femme asiatique qui s'appelait Elle. Et on a créé une espèce de scène virtuelle entre ces deux personnages qu'on peut interpréter de toutes les façons qu'on veut, soit comme une maternité un peu haute, soit comme une scène d'amour entre deux êtres virtuels. Enfin, on peut donner l'interprétation qu'on veut. Donc c'est toujours un peu cette problématique de Blade Runner. J'ai été très, très passionnée par Philippe K. Dick depuis très longtemps, et c'est un peu toujours cette problématique des réplicants, des simulacres, et de leur vie entre guillemets, de ce qu'on peut en percevoir. Alors là, on vient de sortir un livre aux éditions monographiques qui est diffusé par Paris Musée et qui est un livre qui reprend justement ces 3 étapes, depuis les installations de 80 de Beaubourg jusqu'au dernier, jusqu'à Digital Darius, avec des textes, un texte que Nam Junpei a écrit sur moi, qui je crois est un très beau texte, je trouve. Parce qu'il y avait eu un livre aux éditions MAG qui avait été écrit par Pierre Restany, mais qui s'arrêtait en 91. Donc après, il y avait eu un petit livre à la MEP, mais ça, c'est un livre très complet. Enfin, je trouve qu'il est très complet, avec des photos de l'exposition de la Maison européenne. Et je trouve qu'il est assez intéressant. Donc il y a un entretien avec Paul Ardenne. Il y a un texte que Nam Junpei a écrit sur moi autrefois, au moment des premières installations. Il y a un texte de Pierre Restany. Enfin, je trouve qu'il est assez... correspond assez au travail. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est essentiellement de montrer ce qu'elle a créé, et bien entendu de pouvoir la représenter dans différents pays, puisque aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont pas nombreux aujourd'hui à réaliser le travail que Catherine a pu faire jusqu'à présent. Et dans notre démarche aujourd'hui, ça sera essentiellement de la représenter dans différentes institutions ou auprès de différents collectionneurs.